C'est un objectif 2.0, bâtir une stratégie numérique en Europe. Sur la période 2020-2030, l'Union européenne s'est donné pour mission de réagir à l'émergence des nouvelles plateformes numériques, de réguler l'intelligence artificielle ou encore d'investir dans le jeu vidéo. Ces enjeux technologiques sont pour le moment absents des débats électoraux, alors l'équipe de Focus a décidé de les mettre à la une de ce nouvel épisode. L'industrie du jeu vidéo pèse aujourd'hui 5 fois plus que celle de la musique et du cinéma réunis, un marché en partie monopolisé par les grandes sociétés comme Tencent, Sony ou encore Nintendo. Face à ces mastodontes, l'Union européenne tente de miser sur des petits studios plus singuliers, une particularité très présente en Nouvelle-Aquitaine. Regardez ce reportage de Justine Roy et Marie Collin. Un coup de stylet, c'est un appel à l'imaginaire. L'idée, c'est d'essayer de voir quel type de végétation pourrait correspondre le mieux à l'environnement. Pourquoi pas partir sur des formes assez rondes et qui évoqueraient une certaine douceur, ou à l'inverse, quelque chose d'un peu plus onirique. Dans les couloirs de cette école du jeu vidéo, Brice réfléchit à l'élaboration de son futur projet. C'est un projet qu'on ne pourrait pas forcément retrouver dans l'industrie telle qu'on la connaît. C'est plus mature, avec des graphismes plus réalistes, etc. Et là, dans cette école, on a vraiment la possibilité d'explorer des choses qui sont peut-être un peu plus hors des sentiers battus et qui sont un peu plus originales. Le CNAM Engmin, seule école publique française consacrée aux jeux vidéo, cultive sa différence. Le directeur de l'établissement en fait une priorité nécessaire, selon lui, à la souveraineté de l'Union européenne dans le secteur. Je pense que l'Europe a un rôle à jouer dans le secteur du jeu vidéo en proposant des alternatives aux grands du marché qui peuvent proposer des jeux alternatifs au mainstream, qui soient moins dictés par le pur marchand et plus dictés par d'autres valeurs comme l'appréciation culturelle, l'originalité du jeu. C'est ce qui a fait le succès du studio bordelais Humanimation avec son dernier jeu vidéo Dordogne. Une vision et des décors entièrement peints à l'aquarelle. Cette planche, c'est le chapitre où on a un mini-jeu dans la cuisine où on doit se faire du thé. Voilà, et ça c'est directement le décor du jeu. Nous avons quitté la maison. Nous nous sommes promenés ensemble. C'est beaucoup plus narratif, beaucoup plus contemplatif. C'est un ensemble de mini-jeux et on est plus dans une sorte d'histoire interactive en fait. C'est justement l'ADN de leur futur jeu qui pourrait bientôt être en partie financé par l'Union européenne et son nouvel appel à projet. Le programme valorise cette année les productions immersives, narratives et innovantes. Émeric Castin y a candidaté en janvier dernier. Il espère obtenir 100 000 € de l'organisme européen. L'exercice est compliqué dans le sens où ça demande des détails précis sur un projet qu'on ne connaît. C'est pas qu'on ne connaît pas nous-mêmes, mais c'est qu'on est encore qu'en développement. Un parcours du combattant et des sommes encore insuffisantes. Ici à Bruxelles, l'enveloppe délivrée par la Commission aux jeux vidéo est restreinte, 7 millions d'euros pour 2024. Bastien Rémy participe à l'élaboration des appels à projets. Il reconnaît un manque de moyens. Il n'y a pas de stratégie en tant que telle aujourd'hui. Il faut évidemment avoir des grandes franchises, mais il faut pouvoir aider aussi la scène indépendante. Donc d'avoir des financements encore avec des sommes relativement limitées, mais on peut en distribuer de nombreuses. Ce qu'on voudrait à terme, c'est que ça permette de créer de vraies franchises, de vraies licences européennes. À l'échelle mondiale, l'industrie du jeu vidéo pèse 175 milliards d'euros. 18% de ce chiffre d'affaires est européen. Difficile de se faire une place parmi les géants américains et chinois. En Europe, seuls Ubisoft et Embracer Group ont intégré le top 20 des studios de jeux vidéo dans le monde. Alors, quelle stratégie doit adopter l'Union européenne? Cette question a fait l'objet d'un rapport de l'eurodéputée du parti centriste Renew, Laurence Farin. Elle demande un budget plus conséquent pour le jeu vidéo, mais qu'en est-il aujourd'hui? Luigi Lacide l'a rencontré ici, dans les allées du Parlement européen. Bonjour Laurence Farin, vous êtes députée européenne, membre du groupe centriste et libéral Renew et auteur d'un rapport sur le jeu vidéo et l'e-sport qui préconise notamment des recommandations sur la stratégie à adopter en matière de jeux vidéo. Pour que tout le monde comprenne bien, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les réseaux qui vous ont poussé à écrire ce rapport.
pourquoi était-ce nécessaire de questionner la stratégie de l'Union européenne en matière de jeux vidéo? Il y a un seul secteur qui ne nous a pas sollicité et dont on a vu une courbe croissante pendant la pandémie, c'est celui du jeu vidéo. Donc ça m'a amené à me pencher sur ce secteur pour voir que c'était 23 milliards d'euros dans l'Union européenne, que c'était un Européen sur 2 qui jouait, et me rendre compte qu'il n'y avait rien en termes de, ou presque rien en termes de stratégie pour ce grand secteur créatif de l'Union. Bien sûr, et d'ailleurs selon vous, et vous le dites dans votre rapport, ce qui pose problème, c'est clairement le manque de moyens alloués au développement de cette industrie. En 2022, on parle de 6 millions d'euros au secteur du jeu vidéo sur un budget total de 385,6 millions d'euros. Pourquoi si peu? Encore une fois, parce que c'est un secteur qui n'a pas été pris en considération, parce qu'il est relativement neuf par rapport à l'audiovisuel, évidemment au livre, au spectacle vivant, parce qu'il est passé peut-être sous les radars des décideurs politiques et administratifs de l'UE. Donc il était temps de réveiller les esprits sur le sujet pour se rendre compte de ce qu'il représentait. Quand on sait à quel point le secteur du jeu vidéo représente un enjeu de souveraineté culturelle, de souveraineté numérique à l'échelle mondiale, face à des concurrents comme les États-Unis ou la Chine notamment, comment c'est possible de prendre autant de retard sur ces prises de décision-là? Encore une fois, c'est une question politique, donc voilà, personne ne s'en était jamais saisi, je l'ai fait. Et justement, forcément, ce retard, il entraîne une sorte de fuite des talents européens aussi. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à faire en sorte de garder justement nos talents formés en Europe sur le jeu vidéo? Bien sûr, et c'est un des premiers enjeux qui s'est mis à jour. Le premier enjeu, c'est un enjeu de financement, pas forcément subvention, mais de construire les bons outils de financement, parce que c'est un secteur qui a une temporalité très spécifique dans le développement des jeux. Et deuxième sujet, la formation de qualité et le fait de pouvoir évidemment retenir nos talents. Dans votre rapport, vous préconisez la mise en place d'un observatoire du jeu vidéo, d'un label du jeu européen ou encore d'augmenter aussi le nombre de programmes éducatifs, on le disait. Pour le moment, aucune de ces mesures n'a été mise en place de manière vraiment concrète. C'est à cause de quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de désintérêt des décisionnaires européens sur cette question-là? Non, c'est simplement qu'en matière législative, tout n'est pas si simple. La question du jeu vidéo et de l'e-sport est maintenant à l'agenda culturel des États membres, du Conseil de l'Union européenne. Et nous attendons une proposition législative qui interviendra. Alors, on a quelques signaux positifs, mais voilà, il faut que ça revienne de la Commission pour que nous, on se repenche à nouveau sur le sujet et qu'on légifère dessus. Mais justement, un an et demi après l'adoption de ce rapport-là, concrètement, aujourd'hui, quelles avancées il a apporté, hormis l'inscription dans l'agenda, bien évidemment, de cette thématique? C'est la seule, mais c'est énorme. Parce que, comme je vous le disais, il n'y avait pas de prise en considération du secteur, ou très peu. Vous l'avez cité dans le cadre du programme Europe Créative. Il y a une ligne qui est dédiée aux jeux vidéo, mais qui n'est rien au regard des besoins et des opportunités que représente ce secteur. Donc, ça paraît peu en termes de concrétisation au niveau des acteurs et des concitoyens, mais pour nous, en temps institutionnel, c'est énorme parce que sinon, il ne se serait rien passé. Si jamais vous vous représentez, admettons aux élections européennes, qu'est-ce que vous comptez faire pour accélérer justement cette dynamique et faire du jeu vidéo une priorité en tant que tel, comme un secteur qui a de l'influence d'un point de vue mondial? J'ai quelques échos qui me disent que la Commission est planche sur le sujet et donc reviendra vers nous. Donc il y aura un dialogue qui va s'instaurer. Et vous voyez, par exemple, quand on arrive en début de mandature, si j'ai si mon mouvement politique me fait confiance à nouveau et les électeurs surtout, ça fait partie des questions. Vous savez, on auditionne nos commissaires, donc le futur commissaire à la culture et à l'éducation, ce sera une des questions que je lui poserai. Merci à vous, Laurence Farin, d'avoir répondu à nos questions pour l'émission Focus. Merci. Autre enjeu du numérique en Europe, la régulation de l'intelligence artificielle. Depuis les débuts de ChatGPT, l'IA suscite crainte et euphorie. En février dernier, le Parlement européen a donc adopté l'IA Act, le premier règlement qui encadre l'usage de cette technologie. Quelles sont ses avancées et ses limites? Un décryptage de Marie Collin. IA générative, système, algorithme, quand on parle IA, on parle de quoi? Les IA, ce sont des programmes informatiques codés pour réaliser automatiquement des tâches à partir de données. Elles sont présentes un peu partout, sur nos réseaux sociaux, quand on choisit un film, quand on va à l'hôpital, et elles sont de plus en plus puissantes. Pour l'UE, c'était donc urgent de réguler ces technologies pour que les IA en circulation soient éthiques et sécurisées.
L'IA Act a été adopté à l'unanimité, mais il a fallu 3 ans de négociations et des heures de débat pour trouver un équilibre entre régulation et innovation. Un mot résume ce texte, risque. Les IA seront classées en 4 niveaux. Inacceptable, hautement risqué, modéré et faible. Les IA à risque minime, c'est celles que l'on retrouve dans les jeux vidéo ou dans vos mails pour filtrer les spams. Pour eux, pas d'obligation particulière. Au deuxième étage, les IA génératives comme ChatGPT ou Midjourney. Maintenant, tous les contenus générés devront indiquer qu'ils sont créés par IA. Ces sociétés devront aussi faire preuve de plus de transparence. Cette politique, la Startup Clark l'applique déjà. Elle propose de faciliter les relations de clients aux entreprises grâce à une IA générative qui automatise certaines réponses. Et pour eux, l'IA Act, c'est donc un argument de plus à mettre en valeur. C'est un véritable argument de vente et de différenciation pour nos clients. Pour les clients en Europe qui sont très attentifs à ces sujets-là. Pour l'IA Act, dès que les choses seront très claires et qu'on pourra le stamper, ce sera quelque chose qu'on mettra vraiment en avant et on est certain que ça fera la différence auprès des clients. Les IA à haut risque sont celles qui concernent les données dites sensibles, comme dans la justice, la santé ou encore l'octroi de crédits bancaires. Ces IA-là seront autorisées mais fortement contrôlées sur la qualité de leur système. Ce sera par exemple le cas de la start-up Nurea. Cette société développe des logiciels qui aident les chirurgiens et les cardiologues à détecter les maladies cardiovasculaires. Pour eux, l'IA Act va être un règlement en plus qui peut ralentir leur fonctionnement. On a un dispositif médical au même titre qu'une seringue, une compresse, un implant médical. Par contre, là où ça va nous impacter, c'est l'augmentation du niveau de traçabilité qui risque de freiner un peu la capacité à développer. Et la grosse question, c'est en termes de certification, est-ce que ça va nous imposer des certifications supplémentaires et donc des coûts supplémentaires et des délais mise en production supplémentaire. Et enfin, dans la dernière catégorie, on y retrouve les systèmes de notation sociale comme il en existe en Chine, de reconnaissance des émotions ou encore d'identification biométrique. Ces IA-là seront interdites en Europe. Si une société décide d'enfreindre cette loi, ça peut lui coûter cher, très cher même. Les amendes pourront aller de 7,5 millions d'euros à 35 millions d'euros. Tout ça, c'est théorique, parce que ce sont les sociétés d'IA qui vont auto-évaluer si leur application est conforme à la loi. Pratique, non ? D'autant plus que certaines entreprises comme la maison mère de ChatGPT ont réussi à modifier leur place dans le classement pour ne pas être catégorisées comme système à haut risque. Alors régulation avant-gardiste ou loi symbolique, il faudra attendre 2025 que l'IA Act entre en vigueur pour voir si le premier règlement au monde sur les IA est vraiment efficace. C'est la fin de cet épisode spécial Tech. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un œil au magazine Viso de nos collègues étudiants en presse écrite à l'IJBA qui sont allés en Lituanie, nouvelle place forte des hautes technologies en Europe. En attendant, n'hésitez pas à regarder nos 3 autres capsules. On y parle agriculture, travail précaire et campagne électorale.